À l'ordre, s'il vous plaît. La Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Alors, cet après-midi, nous poursuivons les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Pour cet après-midi, donc, nous allons entendre les personnes et les organisations suivantes. La table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, que j'ai devant moi. Ensuite, nous allons entendre le regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement, le réseau des organismes et groupes de parrainage des réfugiés au Québec, ainsi que Éducation internationale. Alors, bienvenue à la Commission des relations avec les citoyens. Donc, pour ce groupe qui, je répète, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, bienvenue. Vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour présenter vos recommandations, mais je vais aussi vous demander de vous présenter pour le bénéfice de tous les parlementaires. Ensuite, nous allons engager une période de discussion. Alors, le temps commence maintenant pour vous. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs, Mesdames les députés. Donc, je me présente, je suis Stéphane Reichold, directeur de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, communément appelée TCRI aussi, ça va être plus facile. Et mes deux collègues, je suis accompagné de mes deux collègues que je vais laisser se présenter. Vas-y, Lida. Oui, bonjour. Mon nom c'est Lida Agassi. Je suis coprésidente de la table de concertation, la TCRI, et la directrice générale de Centre social d'aide aux immigrants, organisme situé à Montréal avec 76 ans d'expérience auprès des personnes immigrantes et réfugiées, pris en charge par l'État surtout. Bonjour, moi je me nomme Sarah Toulouse, moi je suis administratrice de la TCRI, je suis directrice générale d'accueil et intégration Bas-Saint-Laurent qui est à Rimouski, on couvre Rimouski-Neigette et la Métis, donc merci. Alors, merci beaucoup de nous accueillir, de nous donner l'occasion de nous exprimer sur le plan, sur la planification. Donc la TCRI, comme vous avez pu le voir, ceux qui sont moins familiers, on regroupe 152 organismes communautaires à travers le Québec qui œuvrent auprès des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut. Vous avez certainement pris connaissance de notre mémoire et de nos recommandations, nos 35 recommandations. Ce que nous souhaiterions, en fait, c'est de passer immédiatement aux questions et au dialogue pour avoir plus de temps au niveau des échanges avec les élus et pour faire durer le plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est possible de tout de suite engager les questions et les échanges, puisque vous avez pris connaissance, j'imagine, avec soin de nos recommandations. Alors, la demande étant faite, je dois me tourner du côté de mes collègues, membres de la commission. Est-ce que vous avez autorisé qu'on repartage le temps? Autorisation? Parfait. Alors, on va d'ores et déjà commencer. On va partager le temps. Je vais vous le donner en cours de route. Alors, je me tourne du côté de la banquette du gouvernement. Alors, Madame la ministre. Chaque fois, je cherche la banquette. La banquette, elle est très confortable quand même. On passe plusieurs heures ici. Alors, la parole est à vous. Je vous donnerai le temps, comme je vous disais, là, dans les prochaines secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur Reichold. Merci à vous trois de prendre part à l'exercice et de donner du temps aux échanges. C'est souvent ce que l'on souhaite. Alors, on va en profiter. On avait plusieurs questions déjà d'identifier pour vous. Alors, d'une part, j'aimerais en fait saluer le travail qui est réalisé par l'ensemble de vos membres et par vous-même. C'est un travail exemplaire, un travail d'une grande importance, d'accompagnement, d'accueil de nos personnes immigrantes. Et vraiment, je vous lève mon chapeau parce que ça a été beaucoup de travail qui a été réalisé par vous, par vos membres au cours des dernières années. Et je pense qu'on peut être très fiers de ce qui a été réalisé sur le terrain. Et l'accueil dont bénéficient nos personnes immigrantes et les réfugiés est exemplaire. Donc, un grand merci pour ça. Là. Je vous en suis pleinement reconnaissante. J'ai visité 17 régions au cours des derniers mois. À chaque fois, j'ai tenu à rencontrer les groupes, les organisations sur le terrain, soit en matière d'accompagnement, d'intégration, de francisation.
l'ensemble des acteurs qui étaient engagés dans le processus d'accueil et d'accompagnement de nos personnes immigrantes. Puis à chaque fois, j'ai vu le rôle clé que jouaient ces organisations sur le terrain, vos membres. Et je m'en faisais parler également, notamment par les acteurs économiques, de l'importance qui était assumée du rôle qui était assumé par ces organisations-là. Alors, vous pouvez être fiers de les représenter, bref, en cette instance et dans le cadre de vos actions quotidiennes. Moi, j'aimerais ça, en fait, on a beaucoup de relations avec les organisations sur le terrain, dans l'ensemble des régions. Vous savez qu'on s'est déployé quand même de manière très vaste et large au sein des régions et on soutient une grande part des organisations. J'aimerais ça que vous me parliez de votre lecture de l'écosystème au Québec. Comment est-ce que ça a évolué ces dernières années au Québec, l'écosystème pour lequel vous veillez à les représenter? Il y a eu plusieurs développements et au cours des dernières années. Alors, si on se compare à d'autres provinces canadiennes, comment est-ce que vous qualifieriez ce qui se passe au Québec, l'écosystème québécois, puis le type d'accueil qu'on offre au Québec? Merci beaucoup pour les bons mots pour la TCRI. Effectivement, on travaille très étroitement ensemble, le ministère et nous, depuis plus de 30 ans maintenant, et toujours sur des bases très partenariales, et on ne s'entend pas toujours sur tout, là, heureusement. Moi, je dirais, c'est sûr, avec la pandémie, c'est venu un peu brouiller les cartes là, en 2021. On a tous été comme... On n'avait pas prévu le coup, là. Mais je dirais que disons que les développements récents, là, je pense que c'est principalement l'explosion de la clientèle dans les organismes. Hein. Vous avez les chiffres, là, depuis 2019, on avait à peu près 60 000 clients uniques qui fréquentaient le réseau. Et là, en 2022, là, on frise les 120 000. Heureusement, les ressources ont suivi en 20, 21, 22. Malheureusement, ils ne suivent pas en 23, 24, parce que, bon, je sais qu'on a eu des rencontres là-dessus, hein, je ne vous apprends rien de nouveau. Vous avez eu des difficultés à avoir les budgets en 23 pour 23-24. Et nous, on anticipe une augmentation, surtout à travers les travailleurs temporaires, de 30 à 40% cette année. D'ailleurs, Sarah pourra vous parler un peu de où est-ce qu'ils en sont à Rimouski. Ils ont déjà atteint leur cible de l'année. C'est comment gérer ça, la croissance. Heureusement, je veux dire, oui, votre gouvernement a mis beaucoup de nouvelles ressources, là, augmenter les ressources, ça c'est clair, et on en est très reconnaissant. Mais là, pour cette année, on a vraiment un gros problème. Là, on anticipe des bris de service, là, c'est clair. Là. Ma question portait sur comment est-ce que ça se compare, ce qui s'offre ici en termes d'accompagnement, en comparaison des autres provinces au Canada. Est-ce que c'est similaire à ce qui s'offre ailleurs ou on se distingue? Ce qui est la grande différence, et ça on le reconnaît, hein, c'est que dans le reste du Canada, il y a des réseaux semblables à celui de la TCRI, aux organismes d'accueil. Jusqu'à aujourd'hui, les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers ne sont pas admissibles ni au service linguistique, aux cours d'anglais et de français, ne sont pas admissibles au service d'établissement. Il y a d'autres services au niveau des provinces, mais au niveau fédéral, ça reste. Ils regardent beaucoup sur le Québec, d'ailleurs, là, ils nous ont envie beaucoup, là, que nous, on puisse avoir la possibilité de donner des services là, aux travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers. Ça, c'est clair. Là. Ouais. Et si vous voulez, je pourrais compléter ça parce qu'on participe dans les rencontres au niveau national avec les autres organismes. Par exemple, bientôt, on va être à Ottawa pour une rencontre. Et à chaque fois, le Québec
citer comme un exemple, surtout les organismes communautaires, les projets qu'ils développent en partenariat avec le ministère, c'est déjà comme un exemple à suivre pour les autres provinces canadiennes. C'est la qualité des services, les initiatives qu'on met sur place pour les accueillir comme il faut, c'est toujours exemplaire. Ça, je peux vous rassurer. OK. Donc, c'est davantage en matière d'intégration, d'accompagnement, de panier de services qui est offert que le Québec se distingue? Oui, surtout sur les initiatives qu'on crée au niveau communautaire, les organismes, les différents projets que nous avons mis sur place en partenariat avec le ministère. C'est déjà comme un exemple pour les autres provinces et ils nous demandent toujours d'expliquer, surtout les ICSI, les intervenants communautaires interculturels, lorsqu'ils ont été mis sur place avec l'aide de la TCRI et le ministère finalement a financé beaucoup de projets des ICSI. Au niveau fédéral, ils ne connaissaient pas ça. On leur a expliqué c'est quoi un ICSI et ça sert à quoi. Et aujourd'hui, on est fiers pour dire nous avons des intervenants pour les femmes, pour les jeunes, pour les protections de la famille, plusieurs niveaux. Et ça, ça montre notre vraiment compétence d'être vraiment au courant des besoins de notre clientèle et tout de suite mettre sur place des projets adaptés à leurs besoins. Par contre, je dirais un petit bémol quand même, c'est qu'en matière d'employabilité, mais je sais que ça relève pas de vous, moi je dirais qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous au Québec, là, au niveau des services d'employabilité pour les nouveaux arrivants. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence en termes d'accompagnement, Il y a d'employabilité? il y a plus de programmes, il y a plus de capacités, il y a beaucoup plus de... Il faut dire, il y a aussi les grandes fondations là, qui investissent énormément d'argent là, au niveau de l'accès à l'emploi, des ressources qu'on a moins ici au Québec. Donc, c'est toujours... Et c'est sûr que quand on leur dit les chiffres des niveaux de migrants au Québec, ils tombent tous de leur chaise, là, parce que c'est sûr que c'est pas comparable avec les nouveaux arrivants dans le reste du Canada. Là. Ouais. Parlant d'intégrer le travail, est-ce que vous voyez d'un bon œil, dans le fond, les mesures qu'on met de l'avant à travers Francisation Québec pour la francisation en milieu de travail? Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est une orientation qui est intéressante, qui est constructive? Oui, moi je pense que oui. Là, je sais pas, Lida, toi qui es sur le terrain, là, je pense qu'il y a effectivement du développement à faire, là, parce que c'est pas très développé, on le sait. Bon, mais je pense qu'il y a... Et aussi, bon, le fait que les travailleurs temporaires ont accès maintenant à la formation linguistique, c'est sûr que ça en est de nouveau une longueur d'avance par rapport au reste du Canada. Là. Merci. Concernant le PACI, l'aide et le soutien là, aux personnes immigrantes, là, bon, je sais que vous avez des besoins criants, on en a parlé lors de nos rencontres de travail. Alors, je sais que vous souhaitez un appui financier rehaussé pour les membres. Donc, parlez-moi de ce sur quoi il nous faudrait construire, ce sur quoi il nous faudrait bâtir davantage. Vous avez quand même pu mettre en place là, des choses intéressantes là, depuis 5 ans grâce au financement rehaussé là, qu'on a mis en place là, par rapport à l'austérité budgétaire là, qui prévalait dans les années antérieures sous la gouverne de nos prédécesseurs. Nous, on a quand même augmenté le financement là, de 200 % depuis l'année 2019, ce qui est considérable. Mais quel est ce sur quoi il nous faut bâtir pour les prochaines années? Là? Sarah, tu Ben oui, perspective rimouskienne. Oui, j'avais même envie tantôt de revenir sur l'écosystème qui a évolué, mais clairement, dans les dernières années, nous, on est la dernière ville d'accueil, la 14e ville d'accueil, le RPCE, à s'être joint au réseau. Puis, on a vraiment vu une explosion en termes de tout type d'arrivée, mais aussi de notre capacité, nous, à bien accueillir les gens. Le fait d'avoir, comme le mentionnait Lida, des ICSI, d'être en mesure d'accompagner sur différentes facettes du parcours d'immigration puis du parcours d'installation, c'est vraiment précieux, mais on a besoin de plus de ces ressources-là, de plus de temps consacré aux personnes qui arrivent parce que souvent, elles vont arriver, si on prend par exemple l'exemple des travailleurs étrangers temporaires, on en reçoit
vraiment de plus en plus. Je pense que c'est une réalité qui était peut-être pas si dans le radar il y a plusieurs années parce que la pénurie de main-d'œuvre, elle s'est exacerbée avec le temps. On en reçoit de plus en plus. Puis les accompagnements, les gens qu'on doit mettre autour de ces travailleurs, travailleuses-là pour assurer un filet de sécurité puis de s'assurer qu'elles aient tout en main pour se débrouiller, mais c'est de plus en plus exigeant. Donc, ne serait-ce qu'en termes de ressources concrètes, on a besoin de ça, mais il y a aussi de prendre en considération la réalité, les gens qui arrivent réellement chez nous, de prendre en considération nos cibles réelles, le volume de personnes qui arrivent, puis là, c'est toute région confondue, que ce soit dans la métropole ou hors centre. Il y a de plus en plus de monde qui arrive partout. Donc, de prendre en compte nos cibles réelles, puis de considérer quel sera pour nous le financement qui nous permettra de les accueillir convenablement. Parce qu'on a beau dire, si on prend par exemple ici la situation des étudiants internationaux, il y a des enjeux, puis on a comme fait des mises en garde de si vous n'avez pas trouvé de logement, par exemple, mais essayez de ne pas venir. Les gens vont venir quand même parce que le Québec a quand même bonne réputation en termes de capacité d'accueil. Les gens savent que, ça c'est un peu de notre faute dans le sens où les gens savent que on va bien les accueillir, qu'on soit financé ou pas. On va les accueillir parce qu'on fait un travail qui est humain puis qu'on ne pourra pas arrêter de faire si on ne répond pas à des cibles. Donc, nous, tout ça doit être pris en compte pour qu'on puisse continuer à faire le travail qu'on fait déjà sur le terrain. Par rapport à l'aide aux collectivités, là, juste pour mentionner, on a signé plus de 180 ententes qui couvrent pratiquement 80 des MRC au Québec là, ces dernières années. Fait qu'il y a un grand travail, d'ancrage dans les régions avec des groupes qui sont sur le terrain qui a été fait et ça a généré en fait un rehaussement important là, de plus de 50 des dépenses. Donc, le PAC, Programme d'accompagnement aux collectivités, là, est passé de plus de 16 millions de dollars à plus de 26 millions de dollars. Donc, ça a quand même donné, je dirais, des ailes à vos organisations. Vous pouvez peut-être me parler de ce que ça a permis, justement, comme déploiement ces dernières années? Bien, c'est certain que le PAC permet vraiment, je peux peut-être parler de la réalité régionale parce que nous, en 2017, il y avait une seule personne à l'embauche d'accueil et intégration Bas-Saint-Laurent qui faisait ce qu'elle pouvait avec une panoplie de bénévoles. Depuis, le portrait a beaucoup évolué en région parce qu'il y a une augmentation de l'immigration. Maintenant, c'est certain que il y a combien de ressources maintenant? Vous disiez qu'en 2017, il y avait une personne? On est 27 présentement. 27? Oui, passer de une personne à 27 personnes? Wow! Tout à fait, oui. OK. Je pense que l'impact ne pourrait être plus clair du rehaussement et du soutien qu'on vous a offert. Ouais. Tout à fait, mais le nombre de personnes qu'on accompagne, lui aussi, va en augmentant, puis à une vitesse encore plus fulgurante. Donc, c'est un peu ça. Puis le PAC, c'est certain qu'il est essentiel, d'autant plus en région quand on part parfois d'un peu plus loin en termes de sensibilisation à faire. Mais c'est clair que ça change, ça nous permet de changer un peu le portrait puis de vraiment aller travailler l'interculturel puis le désir de contribuer collectivement à l'intégration. Et j'ajouterais, si vous me permettez, effectivement, les services ont été élargis. On apprécie beaucoup le niveau de financement, peut-être triplé même, mais le nombre d'immigrants qu'on reçoit, comme Sarah vient de dire aussi, triplé, c'est pas le même nombre. On a créé un programme qui est magnifique, mais si on n'est pas capable de respecter le nombre de programmes, donner les mêmes services à toutes les personnes immigrantes et réfugiés qui viennent demander de l'aide, ça, ce serait vraiment une grande perte d'énergie, d'efforts de la part du ministère et des organismes qui ont mis beaucoup d'accent pour créer ce programme précis. Mais peut-être je rajouter aussi là, une des raisons pourquoi il y a une augmentation de fréquentation des organismes. Hein. On parle de 120 000 là, en 22. C'est que les problèmes ont augmenté aussi. C'est que les gens vont dans les organismes quand ils ont un problème. Ceux où ça va bien, qui
tout va bien, tu sais, ils ne se présentent pas dans les organismes. Et ça, c'est surtout à cause des travailleurs temporaires, du calvaire, des permis fermés. Ça, c'est le genre de choses avec lesquelles les organismes doivent dealer maintenant, excusez-moi de l'anglicisme, qu'on ne connaissait pas avant. Et aussi, sachant que les travailleurs temporaires rentrent à coups de dizaines de milliers là, chaque mois là, maintenant, on est très préoccupé là. Tu sais, c'est la capacité d'intégration dont on parle souvent, c'est beaucoup la capacité des organismes aussi, d'absorption des organismes et des ressources disponibles. Et ça, avec 350 000, je ne parle même pas des demandeurs d'asile, là, mais c'est lourd à porter là, pour le réseau là, en ce moment. Là. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on veut favoriser la régionalisation. Puis je pense qu'on a des vues qui convergent en ce sens-là, parce que vous voyez ça d'un bon œil et vous mentionnez dans votre mémoire que vous souhaitez que la régionalisation s'inscrive dans la durée. Alors c'est aussi notre souhait, bien entendu, non seulement d'attirer les gens en région, mais de les y retenir également. Et je suis quand même encouragée là, par les chiffres que l'on a pour ces dernières années. Là. On voit qu'il y a eu un rehaussement là, de la part des personnes immigrantes qui vont s'établir en dehors de la région métropolitaine de Montréal. On est passé en 7-8 ans là, de 20 à plus de 31 des gens qui vont s'établir hors de la région métropolitaine de Montréal. Alors, puisque vous avez des membres, vous, dans toutes les régions du Québec, bien, j'aimerais ça vous entendre là, sur les défis de la régionalisation et particulièrement les défis de la régionalisation primaire, c'est-à-dire dès l'arrivée au Québec, là, de voir les personnes s'installer en région. Qu'est-ce que vous avez comme lecture là, par rapport à ce défi-là, puis comment on pourrait avancer encore davantage sur cet objectif? Ouais, c'est sûr qu'on le répète, puis tout le monde s'entend là-dessus, c'est la préparation du milieu là, qui est essentielle hein, si on veut avoir une rétention. Mais je vais laisser de Sarah, c'est elle vraiment qui reçoit quotidiennement ces personnes-là, va pouvoir vous dire comment ça marche, ou si ça marche, ou si ça marche pas. Mais je pense qu'il y a deux volets à la question. Il y a le fait aussi qu'avec le gel ou la reconduction des ententes pastilles, beaucoup d'organismes ont été obligés de faire des choix puis de laisser de côté un peu le volet régionalisation pour se concentrer sur l'installation puis l'intégration. Donc, à ce niveau-là, déjà, on est un peu perdant dans notre envie, élan de faire de la régionalisation puis de vraiment travailler activement à ce niveau-là. On doit se concentrer sur ceux qui nous arrivent par voie naturelle ou qui finissent par arriver chez nous, de quelle façon on contribue à créer justement un milieu qui soit accueillant. C'est certain que d'arriver en région, souvent, on n'aura probablement pas toute une diaspora pour faciliter l'intégration. Donc, le poids sur les organismes d'accueil va être un peu plus élevé que peut-être dans des milieux où bien, il y a une plus grande variété d'organismes qui peut aller toucher des différentes thématiques selon le vécu de la personne qui arrive aussi. Je dirais qu'en région, bien, on accompagne l'ensemble du parcours migratoire de la personne. Donc, ça demande des ressources qui sont à la fois super spécialisées, mais aussi capables d'être généralistes aussi pour bien prendre la personne avec son bagage, puis s'assurer de faciliter le lien vers les organismes du milieu qui sont encore à sensibiliser aussi parce que ben, c'est des nouvelles clientèles, c'est des nouvelles réalités, puis c'est de comprendre aussi en fait, d'être dans la différenciation puis de ne pas prendre pour acquis que tout le monde arrive avec la même réalité quand ils arrivent à Rimouski, par exemple. Chacun a son parcours qui lui est propre. Donc, ça demande un temps pour tout le monde comme collectivité puis comme partenaire aussi d'accueil. Est-ce qu'il nous reste à peine une minute? Est-ce que vous avez quelques cas d'exemple des bonnes pratiques, justement, d'accompagnement des milieux? Il nous reste une minute. Moi, si vous me permettez, je voulais juste parler de notre langue. Vous savez, on collabore avec les organismes dans les régions, on respecte la politique de régionalisation du gouvernement, mais une grande majorité de ces immigrants sont à Montréal et les organismes de Montréal reçoivent cette grande majorité et il leur manque des ressources aussi. Il ne faut pas oublier, l'objectif, c'est la régionalisation. Mais en même temps, il faut penser à la qualité d'intégration de ces personnes immigrantes ou réfugiées qui sont à Montréal. Et ça prend du temps, préparer le milieu dans les régions, collaborer avec les organismes, en même temps penser à leur intégration ici à Montréal et les préparer pour leur départ dans les régions. Alors, il ne faut pas oublier Montréal.
Souvent, on Merci a beaucoup. l'impression qu'on oublie Montréal. Cette première partie de discussion avec les parlementaires vient de se terminer. Je vais me tourner du côté de l'opposition officielle avec une période recalculée de 15 minutes 22 secondes et je reconnais la députée de Chaumédé. Alors, la parole est à vous. Bonjour, bienvenue. Vous avez fait une présentation très étoffée. Je comprends avec 152 organismes, associations, organismes, c'est pas mal gros. Vous représentez tout ce beau monde-là. Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, TCRI. Vous avez apporté d'autres points de vue. L'un d'eux, c'est concernant... attendez une seconde. La loi 96. La réforme de la Charte de la langue française, loi 96. Malgré de nombreux articles pertinents pour renforcer le français au Québec, a mis en place des dispositions qui limitent l'accès aux services gouvernementaux pour les personnes immigrantes ne maîtrisant pas encore le français 6 mois suivant leur arrivée sur le territoire. Entre autres, seulement les services gouvernementaux pour l'accueil des personnes migrantes pourraient être offerts dans les langues autres que le français dans les 6 premiers mois après l'arrivée. Vous dites que cette mesure nuit au processus d'intégration des personnes immigrantes, augmente les situations de vulnérabilité. Vous avez pas mal élaboré là-dessus. Est-ce que vous auriez des exemples? Moi, c'est sûr que notre préoccupation, on est très en faveur de la loi 101 et de la priorisation du français et de l'obligation d'aller à l'école française. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu pour nous, là, et au niveau des services pour les nouveaux arrivants, c'est le 6 mois. On sait très bien qu'au bout de 6 mois, c'est très rare qu'une personne puisse maîtriser. Un exemple très concret, ma fille a commencé le secondaire la semaine dernière. Donc, j'étais à la rencontre avec les professeurs et il y avait un parent dans la classe là, qui ne parlait pas un mot de français. J'ai aucune idée depuis combien de temps elle était là. Et le prof a refusé de lui parler en anglais, alors qu'il maîtrisait l'anglais. Alors, c'est ça l'impact concret, là. On sait que ce n'est pas encore très clair, c'est quoi les critères, à quel moment un fonctionnaire a le droit de parler en anglais ou pas, à partir de... On ne sait pas non plus le chronomètre du 6 mois, là, il commence à partir de quand, ça on ne le sait pas non plus. À partir de quels statuts là, sont touchés par les 6 mois, parce que les demandeurs d'asile, les personnes sans statut aussi, il faut qu'ils apprennent le français en 6 mois. Enfin, il y a plein de questions non répondues encore, mais c'est une grosse préoccupation de notre réseau, là, l'histoire du 6 mois. Là. Et si vous me permettez, je peux compléter. J'étais intervenante aussi et je gère un organisme. Et je vois déjà, 6 mois passent très rapidement. Les gens arrivent, ils sont en deuil de l'immigration, d'intégration, ils ont des problèmes financiers, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de logement, ils ont des problèmes interpersonnels dans la famille, avec les enfants, dans le couple. Ça prend du temps pour juste se retrouver dans ce nouveau contexte. Et puis en même temps, c'est pas comme il arrive tout de suite, les cours de français sont disponibles. Ce n'est pas ça. En même temps, ils veulent trouver un emploi pour pouvoir payer leur logement parce qu'avec les allocations qu'ils reçoivent, ils ne sont pas capables de vraiment répondre aux besoins de leur famille. 6 mois, ça passe très vite. Il y a énormément de stress et de pression sur les familles. Si l'objectif est de vraiment les encourager d'aller apprendre le français, qui est vraiment notre droit, 6 mois ne va pas régler le problème. Ça ajoute un problème à nos organismes qui doivent envoyer les interprètes, accompagner ces personnes-là lors de ces rencontres, effectivement, à l'école, dans d'autres rendez-vous qu'ils ont avec les différentes institutions. Et c'est pas vraiment, le problème n'est pas réglé. Il faudrait voir c'est quoi l'impact de cette loi-là, combien de personnes ont appris le français plus rapidement par rapport aux années précédentes. Parce que c'est pas vraiment
une bonne chose. Ça ajoute beaucoup de pression sur les familles et sur les organismes. Et je ne pense pas que les gens vont être plus motivés d'apprendre le français plus rapidement. Veux Moi, pas. Oui, allez-y. Non, j'allais simplement ajouter que je pense qu'on précarise même les femmes dans ce genre d'approche-là, dans la mesure où très souvent, l'homme va avoir accès à la francisation plus rapidement que la femme, ce qui fait qu'en bout de ligne, ben, il va avoir la responsabilité, si c'est uniquement en français que les communications doivent se faire, c'est lui qui va avoir la responsabilité de communiquer avec les différentes instances, avec les différents intervenants, ce qui fait que la femme, ben, elle se trouve un peu à la merci de ce que l'homme fera comme communication. Donc, je pense que c'est une préoccupation qu'on a à avoir en termes d'égalité dans le parcours d'intégration aussi, de s'assurer que les femmes comme les hommes aient accès à des ressources qui vont les comprendre et qui vont les accompagner au mieux de leurs compétences. Merci beaucoup. C'est un des problèmes d'ailleurs du cahier de planification, c'est qu'il y a zéro analyse différenciée là, au niveau homme-femme, alors que normalement c'est une obligation là, du gouvernement de faire ça. Donc ça nous a vraiment surpris là qu'on est en 2023 toujours rendu là que l'immigration ça appartient aux hommes. Veux pas, de temps en temps, je parle de mon cas. Moi, je suis immigrante, je suis venue avec mes parents, et puis mes parents ne parlaient pas le français. Ma mère est allée en cours, je m'excuse, je me répète. Mais mon père, lui, il a commencé à travailler tout de suite, c'était un rembourreur. Donc, lui, ça a pris du temps. Il a appris sa 5e langue, 4e, 5e. Il a appris le français et l'anglais avec des années, mais je ne sais pas quand. Si c'était 6 mois, là, on ne serait pas ici, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais là, vous dites ça nuit aux droits de la femme à cause de manque de compréhension et tout ça, et vous essayez de venir en aide et qui alourdit votre travail. Je comprends bien. Vous parlez qu'il faut implémenter une approche intersectorielle. Pouvez-vous développer là-dessus? Intersectionnel par rapport à quoi? Dans l'immigration, afin de prendre en compte les enjeux particuliers des femmes et des travailleurs à statut précaire, on continue un peu dans le même sens. Oui, c'est dont on vient de parler là, c'est que l'immigration telle qu'elle est perçue, les programmes, les mesures, l'accès à la francisation est souvent pas adapté au niveau des besoins des femmes. Ça, on le constate, ça fait longtemps. On l'admet même aussi au niveau du ministère. On essaye, il y a certaines mesures, mais quand on lit le cahier de consultation, là, on dirait qu'on a tout oublié, en fait, ces besoins-là, là, qui soient intersectionnels et au niveau, parce que près de la moitié de l'immigration, c'est quand même constitué par des femmes immigrantes et des jeunes filles. Mais dans les politiques, ça ressort absolument pas là, dans les politiques et les mesures. Hein. Ouais. Est-ce que vous trouvez que avec cette politique, le ministère a transféré une lourdeur sur les organismes, un alourdissement? Dans tous les cas, nous, on n'a pas le choix d'envisager l'accompagnement qu'on fait des personnes qui viennent nous voir dans une optique intersectionnelle, dans la mesure où, par exemple, si c'est une femme monoparentale qui ne parle pas français, qui n'a pas de travail, clairement, nous, notre accompagnement doit se moduler selon ces différents défis-là. Puis, ça ajoute un défi. Oui. Finissez, mais c'était concernant la loi 96 que je demandais. Si ce nouveau règlement, ça a fait qu'il y a un alourdissement des tâches envers les organismes. Parce que les organismes doivent jouer le rôle d'interprète. Dans la plupart du temps, c'est pas vraiment notre rôle, mais c'est ça, les gens viennent demander notre aide, qu'on les accompagne lors de leur rendez-vous à l'école. Disons, quand ils vont dans les rendez-vous médicaux et tout, ils ont besoin de quelqu'un pour expliquer leurs problèmes.
Ou bien même quand il y a un problème juridique, ils veulent que quelqu'un soit là, surtout pour les choses qui sont très délicates. Ça prend beaucoup de nos ressources. En plus, nous n'avons pas cette expertise, on n'est pas des interprètes professionnels, mais pour eux, c'est mieux que rien. Alors, c'est ça alourdit le travail des organismes communautaires, mais il y a une pression et stress aussi qui revient vers les familles et les personnes immigrantes, surtout sur les femmes, comme Sarah vient d'expliquer. Parce que souvent, ils commencent leur francisation plus tard. Ils peuvent être enceintes quand ils arrivent au Québec. Ils peuvent avoir des jeunes enfants quand ils arrivent à Québec. Il n'y a pas beaucoup de garderies. Et surtout, ils attendent pour que les enfants soient un peu plus grands. L'époux trouve un emploi pour qu'il puisse se permettre de trouver une garderie aussi. Alors, le 6 mois passe très vite. Vous êtes vraiment très généreux avec vos explications et les détails que vous nous donnez. La ministre vous entend. Ce que je voudrais savoir, c'est que j'ai tellement de questions. Comment le gouvernement peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire afin d'alléger ce stress-là? C'est ça, je pense qu'il faut adapter les politiques à la réalité. Même dans chaque catégorie, cette réalité, ça peut être différent. Mon organisme et l'organisme de Sarah, nous avons le mandat d'installation et l'accueil des réfugiés pris en charge par l'État dans nos régions respectives. Les réfugiés pris en charge par l'État, souvent, sont des gens qui peuvent être analphabètes dans leur pays d'origine. Trouver un cours d'alphabétisation, déjà, ça peut prendre plus que 6 mois. Des fois, ils attendent plus que 6 mois, même s'ils sont prêts à commencer leur cours, ils doivent attendre pour leur cours. Alors, c'est ça, la réalité dépend à la catégorie de la personne qui vient. Oui, si c'est quelqu'un qui vient avec des diplômes universitaires et qui connaît un peu le français, il va améliorer son français, il peut facilement améliorer son français. Même les francophones qui viennent de différents pays, de Maghreb, des fois, parlent français, mais ils ne peuvent pas bien écrire. Le niveau de grammaire de français, ce n'est pas très bien. Alors, ils peuvent peut-être fonctionner, mais dans les travaux au niveau professionnel, ils doivent améliorer leur niveau de français et dans la plupart du temps, même apprendre l'anglais. Tout ça, ça prend du temps. C'est pour ça que je dis il faut être un peu plus flexible et comprendre que ces politiques doivent être adaptées à chaque catégorie de personnes immigrantes et réfugiées qu'on reçoit. L'inverse, c'est vrai. Oui. Allez-y. J'allais mentionner que l'inverse est vrai aussi. Parfois, des gens arrivent, ils sont surqualifiés pour les emplois dans lesquels ils se retrouvent parce que, si on prend l'exemple des réfugiés pris en charge par l'État, ils n'ont pas les relevés de notes ou ils n'ont pas les diplômes nous permettant de faire l'équivalence des compétences puis de leur permettre de travailler dans un domaine pour lequel ils ont l'expérience, les compétences, les qualifications. Donc, je pense que l'appel, c'est vraiment de dire, bien, ça prend une flexibilité, comme le mentionnait Lida, puis une adaptabilité aux différents parcours parce que ben on se prive de talent et on pénalise aussi les gens qui arrivent avec l'espoir de pouvoir exercer, par exemple, une profession qu'ils aiment et pour laquelle ils sont qualifiés, pour des technicalités administratives sur lesquelles on devrait être capable, nous, au Québec, d'avoir une certaine souplesse pour faciliter l'intégration. Est-ce que, d'après vous, d'après tous ces organismes que vous représentez, les immigrants qui viennent ici, n'importe quel statut, est-ce qu'ils veulent apprendre le français? La majorité, est-ce qu'ils veulent et ils sont contents d'apprendre le français? Ben, écoutez, je parle parmi mes collègues ici. Je pense que Stéphane et moi, nous sommes issus de l'immigration. Oui, statistiquement parlant, je suis un allophone. Hein. Ouais, je peux rappeler, ma langue maternelle, c'est l'allemand. Ouais. Ouais. Mais pour vous dire que, oui, nous avons beaucoup d'intérêt d'apprendre le français. Nous avons choisi le Québec. Et pourquoi? À cause du français. Parce que sinon, beaucoup de gens ont quitté vraiment le Québec. Les immigrants qui restent au Québec, c'est un choix qu'ils font. Ils choisissent le Québec. Ils veulent apprendre le français. Ils veulent que leurs enfants deviennent bilingues. Ils sont fiers
quand ils parlent avec leurs amis qui sont en Ontario, ils vendent le Québec. Ils essayent de parler de différents programmes. On est fiers d'être au Québec, on est fiers que nos enfants sont bilingues, que nous sommes bilingues, mais le problème, c'est que des fois, on a une vision très robotique des choses. On pense que l'immigrant, c'est un robot, on va programmer. Il faut qu'il fasse ça, après il va arriver à ce point-ci, après ça va être ça. C'est pas vrai, parce qu'il faut être dans cette situation pour comprendre comment ça fonctionne. Je me souviens lorsque moi je suis arrivée, j'étais enceinte. Pendant des mois, je ne pouvais même pas sortir de la maison. Stress post-traumatique, le deuil de quitter la famille, recommencer ici. Aujourd'hui, j'ai obtenu mon doctorat même ici. Et puis là, je suis très fière, je gère un organisme, c'est ma fierté. Mais la réalité, c'est que c'était pas facile au début. Si à l'époque, il y avait... Je vous remercie. Je ne pouvais pas être là. Merci, vous avez été très généreux. Merci, mais ce n'est pas terminé. On poursuit encore une dernière période d'échange, cette fois avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 5 minutes 7 secondes. Monsieur le député. Merci beaucoup. Merci pour vos recommandations, votre excellente mémoire et pour tout ce que vous faites au quotidien. D'ailleurs, vous êtes sur la première ligne, donc je viens aux nouvelles sur certains dossiers. La loi 83 qui élargissait la couverture de la RAMQ pour les enfants sans égard à leur statut. J'entends que la situation est très complexe sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Je peux peut-être commencer. Moi, je suis moins sur le terrain, mais justement, on a un groupe de travail pour faire le suivi avec la RAMQ parce qu'il y a des sérieux problèmes d'accessibilité. Tout d'abord, je vais quand même souligner, féliciter le gouvernement pour avoir pris cette décision, qui est quelque chose qu'on demandait depuis des années, de donner accès aux services de santé à tous les enfants mineurs résidant au Québec, sauf les demandeurs d'asile, malheureusement, qui sont juste la couverture PFSI. Donc, oui, ce qu'on constate, on a fait un sondage là, récemment avec Médecins du Monde. En fait, c'est surtout Médecins du Monde qui pilote le... Et il y a ce qu'on constate dans les hôpitaux, dans les CIUS, tout ça, il y a une méconnaissance de cette décision, de cette loi, là, que les enfants, donc quand les personnes, parce que c'est des parents donc souvent qui n'ont pas de statut ou qui n'ont pas de couverture RAMQ, donc quand ils se renseignent, on ne leur donne pas la bonne information. Il y a beaucoup de difficultés à créer les modalités d'inscription, là, sont très complexes. L'attitude des agents administratifs à la RAMQ aussi est, disons, pas très, comment dire, pose des problèmes, et surtout le non-respect de la présomption d'admissibilité dans les hôpitaux quand il y a des naissances, par exemple. Donc, il y a depuis 1 an et demi là, qu'elle est en vigueur, la loi. Il y a des problèmes d'accès là qu'on essaye de régler. Le ministère de la Santé et des Services sociaux nous appuie beaucoup. Là où ça bloque, c'est la RAMQ. C'est où il y a vraiment un manque de collaboration. Ouais. Donc, il y a des enfants au Québec qui, malgré la loi, c'est la loi, là, ouais. Je veux dire, la loi a été votée, là, qui doivent se battre pour obtenir des soins gratuits, alors que la loi le prévoit. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'appliquer la loi au niveau de la RAMQ? Ou pire que ça, qui sont refoulés aux urgences ou dans les cabinets de médecins parce qu'ils n'ont pas de couverture RAMQ. Ouais. Alors, la loi du Québec n'est pas appliquée par la RAMQ? Appliquée, effectivement. Ben, c'est absolument terrible, j'entends, et je vois Mme la ministre qui réagit, j'imagine, je veux dire, c'est grave. Sarah a des exemples aussi, même à Rimouski, là, il y a des problèmes. On a des défis en termes de... On parle d'enfants, on parle de bébés, on parle de gens qui sont malades. Pour inscrire un enfant, par exemple, au guichet d'accès pour un médecin de famille, ça prend le numéro d'assurance maladie du parent. Mécaniquement, là, administrativement, donc un enfant dont le parent n'a pas ce numéro-là, mais on ne peut pas administrativement l'inscrire. La réponse qu'on reçoit de la RAMQ, c'est « Ah, ben vous avez juste à mettre votre numéro à vous ». Fait que là, déjà, les intervenantes vont tellement loin dans ce qu'ils font de plus. Mais là, de mettre un numéro personnel dans une fiche d'un enfant qu'on accompagne ici, ça dépasse la limite de ce qui est acceptable. Puis là,
pas que ça change toujours grand-chose, mais beaucoup de ces enfants-là sont citoyens canadiens. Là. Ils sont En plus, ouais. En plus. Ouais. C'est particulièrement déroutant, surtout qu'on sait que ça fait pas 3 semaines. Là. Ça va faire, vous l'avez dit, un an et demi ou plus que ça, 2 ans? Un an et demi à peu près, un an et là, demi? je pense qu'elle est en vigueur, ouais, la loi. Ouais. Bien, merci de nous informer là-dessus. Je voulais savoir, vous avez des informations, vous, de votre côté, sur, dans le cadre de l'entente des pays tiers sûrs, on parlait d'une quinzaine de mille de réfugiés ou de personnes réinstallées qui allaient venir au Canada. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, il y avait un article dans la presse, là, je pense, il y a quelques jours, et j'ai aussi eu des informations d'autres sources. Effectivement, il y a des discussions actuellement entre le IRCC, Immigration Canada, le HCR et les États-Unis. Donc, c'était l'engagement du Canada avec l'amendement de l'entente des tiers pays sûrs, c'est de prendre 15 000 réfugiés ou aux personnes en situation semblable référées par les États-Unis. C'était un peu le bonbon de l'entente du deal, et le Canada a accepté. Et là, ça commence à se concrétiser. Là, il y a 2000 à peu près qui viendraient dans le programme PVAIME, là, qu'on s'appelle pour les réfugiés qui viennent dans un emploi. C'est tout le temps que nous avions. C'est tout le temps que nous avions et que ça passe vite, hein? Écoutez, je termine en vous disant merci beaucoup de votre participation à nos travaux. C'est très apprécié. Et pour le moment, je vais suspendre le temps d'installer le prochain groupe. Merci beaucoup. Merci.